Alors, après avoir décrit les surfaces articulaires, il faut que celles-ci soient imbriquées les unes avec les autres et le reste. Autrement, ces articulations ne pourront pas fonctionner. Elles sont maintenues par des éléments fibreux que l'on appelle capsules et ligaments. On appelle ça les moyens d'union passifs, contrairement aux moyens d'union actifs qui sont les muscles. Et c'est leur contraction qui va stabiliser les pièces osseuses. Ces éléments-là que l'on va décrire sont non contractiles, ils sont passifs. Dans un premier temps, on va refaire cette vue éclatée avec les différentes surfaces articulaires afin de montrer les insertions de la capsule. Donc la capsule, qu'est-ce que c'est? C'est du tissu fibreux qui va protéger les cartilages articulaires et qui va les solidariser les uns avec les autres. Donc ici d'abord, malléole fibulaire. Hop. Avec ici le bord médial. Surface articulaire, ici. Dans la très grande majorité des cas, la capsule articulaire, elle s'insère au pourtour des cartilages. C'est le cas pour la malléole fibulaire. Elle va s'attacher comme ceci. C'est également le cas pour le tibia. Si on regarde sa face inférieure et sa face médiale. Alors dans cette vue-là, ça va être une vue inférieure, mais je laisse un petit peu apparaître. Ici, ce qu'on voit, c'est la partie médiale du tibia. Le but, ça va être de visualiser la surface articulaire inférieure et médiale en une seule. Voilà, ici avec la joue latérale qui est plus importante, et vous allez avoir la surface en virgule qui est ici, notamment. Ici pareil, la capsule articulaire, elle va s'attacher au pourtour des cartilages. Donc ici sur la fibula, je ne l'ai pas représentée, mais bien évidemment qu'elle fait comme ceci aussi. Elle va notamment respecter l'encoche qui est disponible pour l'insertion du ligament collatéral fibulaire faisceau postérieur que l'on va décrire juste après. Ici, donc, elle va pareil aller au pourtour du cartilage. Là où ça va changer un petit peu, c'est au niveau du talus. Au niveau du talus, donc vous avez bord postérieur, bord antérieur avec la surface, la joue latérale plus importante, surface en virgule ici, surface triangulaire ici. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Là, on voit le talus de face et on voit bien que la surface articulaire de la face latérale, elle est saillante d'avant en arrière, tout à fait. Ici, tête du talus. Et on termine son corps avec le col et le reste du corps du talus comme ceci. Donc au niveau du talus, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, la capsule articulaire, elle va circonscrire les cartilages articulaires latéraux, médiaux et postérieurs, hormis en avant. En avant, elle va laisser de la place. On appelle ça un cul-de-sac, c'est-à-dire que la capsule ne doit être jamais en tension sagittalement. L'articulation est une articulation trochléenne, à savoir elle permet les mouvements de flexion et d'extension. Donc elle va être lâche d'avant en arrière, lâche sagittalement, et elle va être tendue sur les côtés. Si on fait une vue globale, maintenant avec les trois os, imbriqués les uns avec les autres, donc ici c'est une vue antérieure, on va avoir la capsule qui va apparaître globalement. Ici, malléole fibulaire, qui descend plus bas, qui est plus postérieure. La malléole tibiale ici. Qui descend moins bas. Sa crête un petit peu saillante. Avec donc ensuite la surface articulaire de la face supérieure du talus pour former la fin de cette poulie.
Le reste du corps du talus est comme ceci. Ici, la surface en virgule qui, normalement, est cachée par la malléole tibiale. Et la tête du talus ici. Donc la capsule, elle s'attache au pourtour du cartilage, donc ici, elle va recouvrir les surfaces articulaires. Elle va s'insérer en avant au niveau du col du talus. Et ensuite, elle va circonscrire les surfaces articulaires étroitement. Au niveau tibio-fibulaire, entre le tibia et la fibula, vous allez avoir un petit repli comme ceci, que l'on appelle un récessus tibio-fibulaire inférieur. L'idée, c'est que lorsque le talus va faire la flexion dorsale, la pince bimalléolaire va s'écarter. Le but, c'est que la capsule ne soit pas en tension. Donc la capsule, elle fait tout ça. Et bien entendu, elle recouvre tous les cartilages. Elle présente également, en plus du récessus, des cul-de-sac antérieurs et postérieurs qui seront plus visibles sur une vue latérale. Car la vue latérale va permettre de visualiser ces cul-de-sac. Nous allons faire deux dessins, un talus en flexion dorsale et un talus en flexion plantaire. Flexion dorsale, je le mettrai à gauche du dessin, et flexion plantaire, je le mettrai à droite. Ici, le tibia. La fibula, bien évidemment, est superposée, mais on ne va pas la représenter. Ce n'est pas utile pour représenter les cul-de-sac. Ici, le talus, très schématique. L'idée, ici, vous avez un cul-de-sac postérieur. Ici, un cul-de-sac antérieur. Un cul-de-sac, c'est ça. Une sorte de repli, une impasse dans la capsule. En flexion dorsale, vous allez avoir plutôt le cul-de-sac postérieur qui sera en tension. En flexion plantaire, ce sera l'inverse. Parce que vous allez avoir le talus qui va aller vers l'avant. Ici, toujours le tibia. Voilà, le talus va largement vers le bas et l'avant. Et le but des cul-de-sac, ça va être justement que la capsule ne soit jamais en tension. Donc le cul-de-sac postérieur est détendu en flexion plantaire, alors que le cul-de-sac antérieur, lui, est tendu en flexion plantaire. Ici. On a fini pour la capsule. Maintenant, on va voir l'anatomie des ligaments. On va commencer par les ligaments tibio-fibulaires inférieurs. Ce sont les ligaments qui, comme leur nom l'indique, vont solidariser la partie distale du tibia et de la fibula. Leur but, ça va être bien sûr de limiter l'écartement-rapprochement de ces deux os. Ils vont notamment être lésés lors d'entorses graves. Ici, une vue latérale, avec en arrière le tibia, qui va descendre comme ceci. Le bord antérieur, ici, je vais représenter la malléole fibulaire, triangulaire à sommet inférieur, qui descend plus bas. Ensuite, la surface articulaire, on va la représenter légèrement comme ceci. Triangulaire à base inférieure aussi. Le reste du corps du talus. Avec en bleu la tête talienne. Les ligaments tibio-fibulaires inférieurs, ils vont tout simplement relier les deux os au niveau de leur face latérale et médiale. Le tibio-fibulaire inférieur antérieur, il part de la face latérale du tibia et il va terminer sur la face médiale de la fibula que je représente en pointillé ici. Alors, j'ai pas fermé le ligament. Voilà, il est bien ici. Ligament tibio-fibulaire inférieur antérieur et ligament tibio-fibulaire inférieur postérieur. Pareil, face latérale du tibia,
face médiale de la fibula. Donc leur orientation est similaire. Leur orientation est similaire également à ce qu'on appelle la membrane interosseuse. Je représente très schématiquement les deux os de la jambe. Ici le tibia, j'oriente juste après la fibula ici. Forme de baguette. Vous m'excuserez pour la fibula qui est un peu ratée. La membrane interosseuse, elle est comme ceci. Orientée vers le haut ou le dedans, ou le bas et le dehors. Ça dépend comment on voit les choses, mais elle est orientée soit comme ça ou bien comme ça. On peut dire les deux. Eh bien, les ligaments tibio-fibulaires inférieurs, ils sont orientés de la même manière, de chaque côté. Donc, lorsque vous avez la flexion dorsale qui se fait, vous avez une mise en tension des ligaments tibio-fibulaires inférieurs et de la membrane interosseuse. L'absorption des chocs lors de la marche de la course et la descente des escaliers se fera au niveau de cette membrane qui est plus solide que l'os. Dans toutes les expériences que l'on a fait, à chaque fois, lors des expériences de traction, l'os a cassé avant. Donc ça vous montre la solidité de cette structure. Voilà pour les ligaments tibio-fibulaires inférieurs. Maintenant, on va voir plutôt les ligaments collatéraux. La cheville fait des mouvements de flexion dorsale, flexion plantaire, autrement dit flexion-extension. C'est lorsqu'on va lui demander de faire autre chose que le mouvement de flexion-extension que les pathologies vont apparaître, notamment les pathologies ligamentaires. Avant d'en parler, nous allons décrire ces ligaments. Ici, vue latérale, pour parler du fameux ligament collatéral fibulaire, celui qui est majoritairement lésé lors des entorses de cheville. Ici le tibia, que je vais faire un petit peu mieux. Voilà. La fibula, qui descend plus bas. On représente la surface articulaire triangulaire du talus. Donc elle est comme ceci. Ensuite, je dessine le reste du corps du talus d'une part. Et le calcaneus d'autre part. Alors je vais enlever l'orientation, on va la mettre là-haut. Comme ça, elle ne nous embêtera pas. Parce que le calca, c'est un os volumineux, il lui faut de la place. Ici, la tubérosité calcanéenne. Le corps du calca est orienté vers le bas et vers le haut et l'avant dans un premier temps. Donc comme ceci, pardon. Et voici la terminaison du calca. Si on veut représenter les os du tarse antérieur, on peut faire le naviculaire ici et le cuboïde ici. Donc le ligament collatéral fibulaire, 3 faisceaux, 3 parties. Les insertions proximales, elles sont ici. Le faisceau antérieur va s'attacher sur le bord antérieur de la malléole fibulaire et va terminer en avant de l'insertion de la capsule. Donc la capsule articulaire de la talocrurale, elle est ici. Le ligament collatéral fibulaire est extracapsulaire. Donc il va terminer en avant de l'insertion de la capsule, juste en arrière du col du talus. Ici, nous avons le ligament collatéral fibulaire faisceau antérieur qui apparaît. Ensuite, dans un autre vers, on va plutôt parler du faisceau moyen. Pour pouvoir placer le faisceau moyen, il faut que l'on place une structure au niveau du calcaneus qui s'appelle le tubercule des fibulaires ou la trochlée des fibulaires. Les fibulaires, je le rappelle, sont des muscles rétro-malléolaires latéraux. À savoir, ils vont passer comme ceci en arrière de la malléole, vont se réfléchir, donc changer d'orientation, et passer dans ce sillon.
Donc vous allez avoir le court fibulaire qui va passer dans le sillon supérieur et le long fibulaire dans le sillon inférieur avant de faire comme ceci. Gouttière du cuboïde. On les abordera plus tard. Pourquoi c'est important? Eh bien tout simplement parce que le faisceau moyen, donc il part d'ici, de l'apex de la malléole fibulaire et il va terminer en arrière et en haut du tubercule des fibulaires, qui va avoir un trajet comme ceci. Comme ceci, ça veut dire vers le bas, vers l'arrière et légèrement vers le dehors. Alors que le faisceau antérieur va plutôt cheminer vers le bas, vers l'avant et le dedans, le talus étant situé en dedans de la fibula. Il nous reste un faisceau pour le ligament collatéral fibulaire. Je représente l'insertion en pointillé ici, car il est situé dans l'encoche de la surface articulaire fibulaire. Je vais la représenter en vert clair en pointillé, donc elle est ici. Donc elle forme une encoche, notamment ici, pour ce ligament. Et ce ligament, ensuite, le faisceau postérieur du ligament collatéral fibulaire, va terminer en arrière de l'insertion capsulaire talocrurale. Pas tout non plus. Et vous avez donc le ligament collatéral fibulaire qui apparaît. 3 faisceaux assez fragiles, notamment le faisceau antérieur. Lorsque vous avez un mécanisme d'entorse de cheville, vous avez un mouvement d'inversion forcé. On appelle un mouvement de varus. Le calcaneus va aller notamment vers le dedans et il va embarquer le talus avec lui. Donc ce ligament, si vous lui demandez de faire ça, il casse. 3 possibilités. Soit il s'étire, simple entorse, distension des ligaments. Soit il se déchire, soit il rompt. Dans ce cas-là, chirurgie. Si vous avez ce faisceau-là qui s'arrache, il reste 2 autres qui stabilisent la cheville. Dans le cas des entorses très graves, vous pouvez avoir 1, 2, voire 3 faisceaux pour les entorses très graves qui rompent. Et si ça ne suffit toujours pas, vous allez avoir les ligaments tibio-fibulaires inférieurs qui peuvent être lésés aussi. Attention notamment dans les sports comme le foot ou tennis qui sont très sujets aux entorses. Là, on a fait le ligament collatéral fibulaire. Nous allons aborder maintenant son homologue contralatéral, le ligament collatéral tibial. Alors, le collatéral tibial, lui, il n'est pas configuré exactement de la même manière. On va voir pourquoi. L'orientation, on va la mettre tout en haut à droite. Donc ici, on est sur une vue médiale. Sur une vue médiale, ce ne sera pas exactement la même chose. La fibula sera comme ceci. On la voit très peu, alors que le tibia massif. La malléole tibiale bifide. Si on représente la surface articulaire, alors on la voit très peu, hein, elle est beaucoup moins volumineuse que l'autre. Ce qui est situé sur la face latérale, voilà, c'est pas plus. Hein. Et enfin, le corps du talus. Si on est puriste, on fait même la tête talienne. Le col du talus et le reste du corps. Ensuite, nous représentons le calcaneus. La grosse tubérosité calcanéenne. Ici, le sus-tentaculum tali, qui, je le rappelle, est une saillie osseuse qui va soutenir la tête du talus, comme son nom l'indique, et le reste du corps du calcaneus. Pour pouvoir représenter complètement le ligament collatéral tibial, on a besoin de l'os situé en avant du talus qui s'appelle le naviculaire, ancien scaphoïde, c'est-à-dire en forme de bateau. Ensuite, nous avons également à placer cette structure-là. Donc vous avez un ligament tendu entre le sus-tentaculum tali et
le naviculaire qui s'appelle le ligament calcanéo-naviculaire plantaire. Il est aussi appelé chez les anglo-saxons spring ligament. Spring, ça veut dire ressort. Donc lorsque vous marchez, ce ligament va fonctionner comme un ressort au niveau de la tête du talus et l'empêche de plonger vers le bas. Revenons au ligament collatéral tibial. Le ligament collatéral tibial, il est situé en deux plans. On refait l'insertion capsulaire. Vous allez avoir un plan profond qu'on va faire en vert foncé. Et ici, deux faisceaux pour le plan profond qui sont situés partie antérieure et postérieure de la malléole tibiale. Leur insertion terminale, ici en avant de la capsule, le faisceau antérieur du ligament collatéral tibial, en arrière de la capsule face médiale du talus partie postérieure, vous allez avoir le ligament collatéral tibial. Voilà, l'insertion est assez large. Ici, vous avez le plan dit profond. Ensuite, si nous rajoutons le plan superficiel, nous allons avoir le ligament dans sa totalité. Donc, le plan superficiel, il débute en haut et légèrement en arrière du faisceau antérieur du collatéral tibial. Et son insertion terminale va faire comme ceci. Sus tentaculum tali, ligament calcanéo-naviculaire plantaire et tubercule du naviculaire. Une forme de delta. Pour cette raison, on l'appelle ligament deltoïdien. Raté. Et nous avons donc les deux plans du ligament collatéral tibial. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Et ici, nous avons les deux plans qui apparaissent. Ce ligament, donc, par rapport à son homologue contralatéral, est beaucoup plus résistant, étant donné qu'il est situé en deux plans, il est 2 fois plus épais. Dans le cadre des entorses en valgus, donc lors des entorses en valgus, vous allez avoir la face inférieure du calcaneus qui va aller vers le dehors. Pour pouvoir faire ce mouvement-là, le talus va être embarqué également lors des mécanismes d'éversion. Et bien ce ligament est tellement résistant qu'en général il résiste et c'est plutôt un arrachement de la malléole tibiale qui a lieu. C'est pour dire la résistance de ce ligament qui est beaucoup plus importante par rapport à son homologue, le collatéral fibulaire, qui lui est en implant et qui va résister beaucoup moins facilement au mécanisme d'inversion. Celui-là, il est situé en deux plans et en général, c'est l'os qui casse avant. Nous avons terminé les ligaments. Dans une autre vidéo, nous allons parler de la biomécanique articulaire et de la stabilité active. Merci beaucoup et à bientôt.